Dès lors que tu pars un peu dans le how, qui est comment tu fais ton travail, ou dans le why, la discussion dans ce dîner, elle va devenir vraiment intéressante. Le why de Become, c'est to make your people happy. Le jour où il y a un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes à certains moments, c'est beaucoup plus facile de les gérer, parce qu'une fois qu'on a compris le why, c'est-à-dire la direction, qu'est-ce qui motive l'autre partie, la notion de confiance s'établit, c'est des liens qui sont beaucoup plus solides. Alors clairement, ouais, exactement. Si on est en pleine croissance, mettre en place une équipe de vente, entre le moment où on décide de le faire et le moment où ces personnes-là rapportent du revenu, il va se passer 1 année et demie. Si autour de toi, il n'y a personne qui n'est pas content parce que tu ne fais pas quelque chose, tu fais quelque chose de faux. Une question qui a été donnée par un ancien ou une ancienne invitée. La question était la suivante. S'il y avait une loi que tu pouvais imposer en Suisse, sans discussion, instantanément, laquelle serait-elle ? Fabio, le livre Start with Why de Simon Sinek a changé ta vie. Pourquoi ? Pourquoi L'Inception. Pourquoi exactement. Et je sais pas. C'est pas des trucs que tu prévois et le livre, je l'ai lu après en fait. Ça a commencé. Peut-être je te dis comment je suis tombé là-dessus. Ouais, vas-y. Et c'était au début de la société dont on va sûrement parler, que je dirige aujourd'hui. Et on l'avait créée il y a pas longtemps. Et tout de suite, elle était assez globale. On avait démarré, mais plein de pays en même temps. Et je m'étais attaché à essayer de trouver le même type de profil, en fait, les mêmes personnes pour chaque pays. Et puis après quelques années, tu voyais qu'il y en avait certaines, ça marchait, quoi. Quarter après quarter, ils délivraient. Puis d'autres, pas du tout. Et quand tu regardais le profil des gens, le marché, etc., il n'y avait pas d'explication possible, quoi. C'était vraiment difficile. Et puis j'ai googlé pourquoi certaines personnes sont, c'était en anglais, hein, mais de manière répétée, toujours successful, et d'autres pas. Et je suis tombé sur ce gars, donc Simon Sinek, qui est en fait un anthropologue à la base. Il n'était pas connu. Maintenant, il est super connu dans le marketing, mais là, on est en 2010, donc il est pas famous. Et en fait, je vois dans un de ses blogs ou comme ça qu'il s'est attaché à comprendre ça. Pourquoi il y a des gens qui auraient tout pour réussir sur papier, hein, en termes de formation, en termes de moyens, en termes d'éducation, en termes de profil psychologique. Et ils réussissent, et puis d'autres, a priori, ils ont tout contre eux, enfin, ils réussissent pas, justement, et puis d'autres qui ont tout contre eux, a priori, hein, et puis qui réussissent super bien. Et je dis, voilà, je vais avoir enfin la réponse, hein, pourquoi j'ai des collègues qui délivrent, et puis d'autres, il n'y a rien à faire, ça délivre pas, quoi. Et voilà, et c'est comme ça que je suis tombé sur sa toute première vidéo de TED. Je crois qu'il y a une des vidéos les plus vues dans l'histoire de TED, quoi. Et c'est justifié, quoi. C'est incroyable. Donc maintenant, ça fait vieux quand on regarde cette vidéo. Hein, les exemples sont vieux, le format est vieux, enfin toute la façon de les habiller, enfin on voit que c'est dated, mais pour moi, c'est complètement applicable au monde d'aujourd'hui. Ouais. Et justement, toi, quel est ton why ? Alors, le why d'une personne, ça va être encore différent, en fait. D'accord ? Mais tu l'as fait pour toi, cet exercice ? Ou c'était vraiment mais j'arrive. Moi, je l'ai fait. Enfin, là, ce qui m'intéressait, c'est de le faire pour Become, okay. Absolument. Dont on va parler après. Hein. Ouais. Après, pour soi, bien sûr, c'est super personnel. Et puis ça, je pense que ça change et ça évolue énormément. L'intérêt de le faire pour une entreprise, c'est par définition pas forcément dans la durée. Pourquoi tu crées une entreprise, pourquoi tu fais quelque chose avec un stade précis d'entreprise, donc ça s'applique vraiment très bien en fait. Mm-hmm. Et ben justement, on a cité Become, toi tu l'as mentionné sans le dire, mais peut-être si on reprend le why, comment s'appelle déjà le concept de Simon Sinek, le cercle... Le Golden Circle. Voilà, le Golden Circle, où tu as
Donc, ils en sont trois. Il y en a un, d'abord c'est le what, ensuite le how, ensuite justement au centre c'est le why. Et donc lui dit que en fait la majorité des entreprises elles exposent, ou disons tout le monde sait le what, tout le monde connaît le what de l'entreprise, ensuite le how, pas tout le monde mais quand même pas mal de personnes, et ensuite c'est justement le why. Et donc si on prend pour que les gens comprennent ce qu'est Bicom, quel est le what? Qu'est-ce que fait Bicom? D'accord. Et donc la réponse va vraiment pas être intéressante. Non, pourquoi? D'accord. Mais non, mais pour n'importe quoi. Si je te demande, et Brian, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Tu me dis, je fais des podcasts. Ah ouais, alors génial, des podcasts, etc. Après, si je te demande comment tu les fais, le how, tu vas me dire, alors voilà, j'ai un studio. Ou, ouais, okay. Et puis après, mais où ça va vraiment devenir intéressant. Et une discussion qu'on a eue il y a un peu, hein, c'est pourquoi tu fais ça. Ouais. Et alors imagine dans un dîner, d'accord, si tu t'en restes au what, la conversation, elle va vite, à moins d'avoir un job vraiment phénoménal, d'accord. Mais dès lors que tu pars un peu dans le how, qui est comment tu fais ton travail, ou dans le why, la discussion dans ce dîner, elle va devenir vraiment intéressante. C'est clair. Voilà, et puis elle va rester. Oui. Et pour Bicom, je ne sais pas si tu vois le logo de Bicom, mais un smiley. Je l'ai vu, ouais. Et il y a une tagline sous le logo, typiquement, qui est « To make your people happy ». Donc le why de Bicom, c'est « To make your people happy ». Donc les employés de nos clients heureux, hein, parce que l'argent ne rend pas heureux. Enfin, Bicom, c'est gestion de le what. Je réponds à ta question maintenant. Enfin, le what, c'est le système de gestion de la rémunération. Donc, comment rémunérer les gens pour typiquement des grands groupes, aussi des sociétés moyennes, et vraiment dans le monde entier. Donc, nos clients, ils sont... donc, Bicom a une présence assez globale, et nos clients ont leur siège un peu partout dans le monde, et c'est souvent des groupes internationaux. Parfois locaux, mais donc ils utilisent Bicom pour gérer la rémunération. Si on gère correctement la rémunération, on peut rendre ses employés heureux. Aujourd'hui, il y a un gros sujet, c'est l'égalité de la rémunération entre hommes et femmes. Si une entreprise, si son employeur utilise le produit Bicom, ça veut dire qu'il prend en main les choses pour éviter ces gaps, ces écarts entre la rémunération. Donc dès lors, les employés devraient être plus sereins de travailler pour cet employeur-là. Donc ça, c'est un exemple tout bête. Mais oui, en gérant correctement la rémunération de ses employés, on peut les rendre heureux. Un employé, s'il a besoin de trois choses pour avoir un semblant de happiness. D'accord. La première, c'est qu'il doit comprendre quelle est la mission du groupe. D'accord. Donc, typiquement, le mission statement, en gros, un peu le why de son employeur. Quelque part, il doit le comprendre. D'accord. Ensuite, il doit comprendre comment son rôle, ce qu'il fait tous les jours, et quel que soit le job, est connecté à ce why. Il y a une histoire qui circule, c'est JFK qui visite le centre de la NASA quand il y a le projet d'envoyer... donc on est avant 1969, quand il y a le projet d'envoyer une fusée sur la Lune. Et puis il demande à quelqu'un qui est dans le couloir, qui fait de la maintenance, qui nettoie les toilettes, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son job? Et puis il dit, j'envoie quelqu'un sur la Lune. Et il a complètement raison. Si on n'a pas de l'hygiène, si les toilettes sont pas propres de fil en aiguille, la mission, elle va pas être successful, d'accord. Et ouais, donc ça, c'est le deuxième point. Il faut chaque individu membre de l'entreprise doit comprendre comment son rôle est connecté à la mission globale. Et puis donc ça, c'est le deuxième élément pour être heureux. Et puis le troisième, enfin, c'est qu'il doit avoir un sentiment d'être pas rémunéré, mais récompensé de manière globale. D'accord. Et ça date d'études anthropologiques au niveau des hommes des cavernes, d'accord, avec la mission du groupe, c'est de survivre en chassant. Il y en a un, son travail, c'est de maintenir le feu la nuit. Et puis s'il a réussi à pas s'endormir et le feu est toujours là, si personne lui donne une tape dans le dos ou reconnaît
son travail, le fait de ne pas s'être endormi, eh ben, il y a des risques qui s'endorment la nuit suivante. Donc la notion de récompense, de rémunération est primordiale. Elle doit être fair, elle doit être... et pour avoir ce sentiment de fairness, il faut avoir l'impression qu'on est rémunéré par rapport à sa prestation, mais aussi par rapport à ses collègues. Alors, si on est une femme et on sait qu'en moyenne, on est rémunéré 15% de moins qu'un homme uniquement parce qu'on est une femme, eh ben, on va peut-être chercher un job ailleurs dans une entreprise qui gère le sujet. Mm-hmm. Et justement, pour que les gens qui ne te connaissent pas, donc toi, tu travailles uniquement en anglais, enfin en tout cas avec tes à cause collègues. des anglicismes, voilà, je suis désolé, exactement. parce que sinon je cherche mes mots. Non, pas de problème, mais d'un coup, bon, voilà, fairness, c'est quoi, l'égalité, on va dire... Enfin, normalement, c'est pour des mots que tout le monde connaît. Oui, quand même, oui, si c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, je suis désolé. Ouais. Non, pas de problème. Et c'est vrai que, ben, tu sais, ton anecdote par rapport on va dire aux techniciens de ménage qui nettoient, aux techniciens de maintenance qui nettoient les toilettes. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait mon stage de maturité professionnelle à Neuchâtel, et ensuite j'ai continué en tant qu'employé de commerce, assistant administratif. Et c'était une époque où je pense que je me cherchais encore en termes de valeur, en termes de passablement de sujets. Et j'ai fait mon stage chez Philippe Morris à Neuchâtel. Je pouvais le faire ailleurs, mais disons le côté justement international, je parle espagnol, je parle anglais, et donc on m'avait dit oui, mais si tu viens, alors j'étais moins bien payé que dans d'autres entreprises, j'aurais pu faire le stage, mais par contre j'avais ce côté international qui me plaisait. Et une fois, le manager, le directeur du département où j'étais, c'était un département d'environ 200 personnes, on avait une séance avec tout le monde. Et lui a clairement dit, vous toutes et tous vendez des cigarettes. Alors, moi je ne fume pas, je suis une personne, je crois quand même plutôt saine. Enfin, je me considère assez sain comme personne. Aujourd'hui, pour des raisons personnelles, je ne travaillerai plus dans ce genre de secteur et bien d'autres. Mais quand il a dit ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que, encore une fois, j'étais assistant admin. Donc j'étais dans les bureaux. Effectivement, tous les jours, je passais dans les lignes de prod, mais je me rendais pas vraiment compte. Tu vois, que je vendais des clopes. Concrètement, j'aidais à faire tourner la machine. Et donc, je vais raconter cette anecdote que je n'ai jamais partagée dans mon podcast parce que, effectivement, tu vois, quand concrètement on va te dire ce que tu fais. Ouais. Mais ça marche dans les deux sens. Hein. Exactement. Si le why est positif, c'est très bien. Si le why est négatif, c'est moins bien. Ouais. Mais d'où l'importance de dire ce qu'on fait. Ouais. Et Fabio, avant qu'on continue, qui es-tu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Je suis quelqu'un qui est, alors je vais éviter les anglais, qui est né et éduqué, les anglicismes, né et éduqué en Suisse, mais j'avais jamais travaillé en Suisse. Je suis parti, j'ai quand même fait mon armée en Suisse. Ah, t'as fait ton armée. Ouais, mais après je suis tout de suite parti, donc j'ai pas fait de cours de répète. Mais t'as dû payer. Mais pas longtemps en fait. Je sais pas, il doit y avoir des glitches administratifs, j'en sais rien. Mais il me semble que j'ai payé peut-être quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais enfin je sais pas. Moins que mais après bref. Et j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis. Et ensuite je suis revenu en Suisse. J'ai toujours travaillé dans un sujet qui peut être vu comme assez aride. Qui est alors là je sais pas comment on dit en français, mais le enterprise, le logiciel d'entreprise, donc des logiciels pour les grandes entreprises, et c'est un monde à part en fait. Concevoir et vendre et implémenter des logiciels pour les très grandes entreprises, c'est un métier différent que de faire de la technique pour les sociétés plus petites, comme c'est très différent de faire de la tech pour le consommateur final, le B2C. D'accord. Donc moi, je sais pas si j'ai vraiment choisi ça, mais je suis tombé dedans et je suis resté, et c'est vraiment ma spécialité. Ouais.
Ouais, justement, je voulais te poser la question quand tu as parlé assez au début que vous travaillez pour des grandes entreprises et des moyennes entreprises. Quand toi tu parles de grandes entreprises, vos clients justement sont des PepsiCo, des Mercedes-Benz, des DHL, donc voilà, on parle vraiment de multinationales. Les plus grandes entreprises. Voilà, exactement, les plus grandes entreprises. Littéralement, ouais. C'est ça. Et quand tu parles de moyennes entreprises, quelle est la taille? Ouais, c'est ça. On a Juste pour remettre en le contexte. Dans les 10 000 employés. Voilà, exact. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans les PME suisses, quoi. Okay. Mais c'est pour ça que du coup, Bicom, même si on a le siège ici à Nyon, on n'a pas beaucoup de clients en Suisse, en fait. C'est beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, en Inde, enfin voilà, non. Mais après, les quelques belles boîtes qu'on a quand même en Suisse sont vos clients ou bien? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a quand même, ouais. Okay. Là, il y a une grande banque qu'on essaye à avoir bientôt. Okay, d'accord. Ça fait, on avait Crédit Suisse. Ah, ouais, ok. Mais, donc vous essayez de prendre son grand frère. Voilà. Et juste, à parté ou pas, parce qu'on va en faire pas mal, mais toi, en tant que CEO, est-ce que, justement, pour l'acquisition d'un client comme cette grande banque, toi, tu joues un rôle aussi? Est-ce que tu prends quand même beaucoup de contacts avec le client, ou bien c'est plutôt tes collègues partie sales, enfin vente? Ouais, alors aujourd'hui, de moins en moins. Donc, J'adore ça, donc je me force j'ai l'objectif, alors super théorique, de rencontrer, et je parle en face-to-face, parce que c'est ça qui compte. Donc à mon niveau, la discussion, pour qu'elle devienne un peu intimiste et qu'on ait un échange intéressant, justement sur le why, et pas forcément sur le what, etc. Par visioconférence, c'est vraiment très difficile. Donc l'objectif de 2 clients par semaine, j'y arrive pas, et je voyage énormément et j'y arrive pas. Mais en moyenne, je parle. Mais je pense un par semaine maintenant, en moyenne, ça, oui, largement. Et du coup, oui, ces discussions qui peuvent durer le temps d'un repas ou quelques heures, c'est bien parce que ça crée vraiment une relation très profonde. Parce que quand on échange, je ne sais pas si on a toujours parlé assez en détail du why, etc., mais quand on échange sur des why, ça devient beaucoup plus profond et beaucoup plus solide que ce qui peut se passer à l'instant T, quoi. Et du coup, le jour où il y a un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes à certains moments, c'est beaucoup plus facile de les gérer parce que une fois qu'on a compris le why, c'est-à-dire la direction, qu'est-ce qui motive l'autre partie, la notion de confiance s'établit et c'est des liens qui sont beaucoup plus solides. Mais ça se fait pas sur un coup de fil de 10 minutes. C'est pour ça que malheureusement, les voyages, les avions et tout continuent à exister et sont nécessaires pour ce type de job. Plus on se rapproche du what, plus remplacer un déplacement par la technologie, c'est possible. Mm-hmm. Mais je pense que plus on va vers le why, les communications en personne sont primordiales. Donc oui, je joue un rôle, mais très indirect. Je crois que les derniers deals que j'ai fait moi-même, où j'ai vraiment drivé le truc, amené les contrats, c'était 2004, enfin il y a plus de 10 ans, quoi. Ah ouais, ok. Et c'est intéressant. Alors plus on s'approche du what, plus on peut substituer la rencontre. Justement, on parlait de technologie, donc des Zooms, des Teams ou autres. Et est-ce que plus on reste dans le what par rapport au client, plus facile est le remplacement du fournisseur? Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'est vrai pour tout. Complètement, ouais. Et Fabio, donc, pour ton parcours, parce que justement, tu as dit que tu n'avais jamais travaillé en Suisse avant de revenir et de cofonder Bicom en 2009. Donc, rapide CV de ton parcours. Donc, effectivement, toi, tu es parti après tes études à Lausanne, HEC, hein, c'est ça, à Paris, où là, c'était ton premier job où tu as beaucoup appris.
Ensuite, tu es parti aux États-Unis chez Outlooksoft. Donc avant, c'était Hyperion qui a été acquis par Oracle d'ailleurs. Ensuite, tu es parti avec une équipe et là, tu étais vraiment dans les prémices aussi. Hein. Tu étais dans la genèse de l'aventure Outlooksoft. Et donc là, tu as appris l'entrepreneuriat. Parce que là, tu étais dans les débuts. Et puis voilà, tu étais aux États-Unis et tu as beaucoup voyagé. Bon, tu le faisais déjà avant. Et ensuite, donc Outlooksoft a été acquis par SAP. Et toi, tu es resté quand même assez longtemps. Hein, ensuite, enfin non. Non, chez SAP, je suis resté. Un moins d'un an en fait. Ouais, exactement. Ouais, de mai, enfin, j'ai fini l'année. L'acquisition avait eu lieu au printemps et je suis resté jusqu'au décembre. Voilà, ok. Et après, donc Bicom en 2009, mais j'ai vu alors je sais pas si c'est volontaire ou si c'est un oubli, mais je vais quand même te poser la question parce que ça m'intrigue si ça a été volontaire. Sur LinkedIn, hein, alors je me base sur LinkedIn, donc, il y a environ 6 mois entre ton départ de SAP et la création de Bicom. Donc, est-ce que c'est... Il y a une année même. Mais, une année. Ouais, mais je suis très conscient de ça. Et puis après, je suis pas toujours cohérent dans la façon de communiquer après sur LinkedIn ou comme ça. Mais la réalité est la suivante, c'est que, enfin, pour moi, c'est impossible de préparer l'étape suivante pendant que je suis à fond dans un job. Ouais. Et puis quand je suis dans un job, je suis à fond dedans. Ok. Donc, quand j'ai l'idée de Bicom, je l'ai eue chez SAP. J'ai essayé de la mettre en place chez SAP, mais c'était pas le bon moment pour SAP, c'était évident. Et puis donc j'ai quitté SAP. Et puis dès lors que j'ai quitté, comme j'avais mon l'ancienne équipe à Outlooksoft qui voulait vraiment retourner ensemble. C'était vraiment un driver hein, pour en guillemets faire quelque chose ensemble. Si possible quelque chose de différent. Du coup, quand j'ai quitté SAP pour me concentrer sur l'idée Bicom, je m'en suis éloigné de l'idée Bicom parce que j'avais des collègues qui voulaient vraiment, vraiment faire autre chose. Donc, on avait des projets vraiment dans complètement d'autres domaines. Donc, en fait, j'avais une liste de projets. Donc, pendant 6 mois, les 6 premiers mois, de janvier à juin, c'était vraiment sur essayer d'explorer et puis de faire la shortlist et puis arrivé vers l'été, moi je me suis dit ok, en fin de compte on est connu là-dedans. Démarrer quelque chose, ça va être plus risqué. Certains d'entre nous, on avait besoin de job, de gagner de l'argent assez rapidement quand même. Et donc on avait gagné pas mal d'argent avec la vente de Outlooksoft à SAP. Donc on voulait créer notre entreprise. Hein. Mais voilà, créer une entreprise, ça demande quand même des fonds, etc. Donc j'étais prêt à prendre beaucoup de risques, mais quand même sur un sujet qui était... on allait justement limiter ces risques. Et si on restait dans le logiciel d'entreprise, dès lors, on était parmi les meilleurs au monde pour faire ça. Donc c'était plutôt que de démarrer quelque chose de complètement nouveau. Et donc voilà, donc moi j'ai motivé, alors ça c'est un truc que j'ai fait au-delà de l'idée de Bicom, c'est de mobiliser les troupes pour, plutôt que de faire un truc super fun dans les éoliennes ou les panneaux solaires, on était en 2008, de refaire un logiciel d'entreprise. Et parce que j'étais sûr que ça allait marcher, vraiment convaincu que ça allait marcher. Puis après il a fallu trouver la technologie, plutôt que de la développer. J'ai mis le doigt dessus, c'était en été 2008, et après de trouver les agreements avec ça, tout ça a pris encore 6 mois. Et puis janvier 2009, on a pu enfin incorporer la société. Quoi, c'est cette boîte française-là, c'est ça ? Ouais. Ouais, exactement, tout à fait. Avec qui on a fait un partenariat qu'on a fini par racheter en 2011. Ouais, ok, d'accord. Alors j'avais pas compris ça comme ça. Je dis ça, mais justement, je t'ai entendu l'expliquer où justement on t'a appelé. Mais à la base, on voulait te demander des conseils de comment être acquis. Je crois que c'était par Microsoft. Hein, tu veux l'histoire là ou... Non, d'accord. Enfin, oui, ouais, volontiers. Ouais, mais ça, c'est les moments qui sont décisifs dans une vie. Donc tu t'en souviens après, tu te souviens de tout, ton environnement, où t'étais, etc. Donc j'étais chez moi, je sais exactement où. En caleçon. Je sais pas si c'était la journée, donc j'étais habillé, mais c'était. Ce copain qui m'appelle parce que il est au conseil d'administration d'une boîte franco-française
et qui a des beaux clients. Franco-française. Franco-française. C'est-à-dire, franco-française, c'est une boîte française qui fait du business qu'en France, avec des clients français, des employés français, Ah ouais, tout en français, logiciel français. C'est ce que j'appelle franco-français. D'accord, ok. Et, mais qui voulait faire une exit avec Microsoft. Donc, en gros, c'est ce qu'on a fait avec SAP, avec Microsoft. Donc, ils voulaient, si je pouvais les aider pour ça. Et puis, moi, c'était vraiment au moment où j'essayais de savoir quel projet prendre avec l'équipe que j'avais pour aller de l'avant. Donc, il n'y avait pas de match. Mais vraiment, au moment de raccrocher le téléphone, je leur demande, mais tu peux me redire ce que fait le logiciel, quoi. J'ai bien compris que vous avez dit chouette client, mais parle-moi de la tech, qu'est-ce que c'est? Puis quand il commence à expliquer, je me dis, mais c'est ça qu'il faut pour ce qu'elle est devenir Bicom. C'est un match parfait. Et puis j'ai commencé à en parler avec mes collègues et tout. Et puis on est allé à Paris, mais pour comprendre tout ça. Et puis on leur a proposé un partenariat où du coup on utilisait leur technologie et puis on leur reversait du revenu, quoi, en échange. Et puis ça a super bien marché, parce qu'après quelques années, on était devenu beaucoup plus gros que cette boîte française. Et puis c'est comme ça qu'on a fini par la racheter. Et le fondateur ou l'ancien directeur de cette boîte, il est toujours là? Non, malheureusement, il est parti. Et quelque part, ce que je comprends, hein, je suis le premier à comprendre quand on crée quelque chose, puis il y a quelqu'un qui vient et puis qui en fait quelque chose de différent. On en faisait quelque chose de différent, mais il fallait qu'on rachète la boîte. On ne pouvait pas se permettre d'avoir des problèmes d'intellectual property, etc., à la taille qu'on était. Donc il fallait vraiment qu'on possède la technologie. Même si le produit, on ne l'a pas utilisé longtemps, je crois qu'un an plus tard, on redéveloppait complètement le produit nous-mêmes. Mais ouais, non, il est parti, un mec super. Il a fait plein de choses après, d'ailleurs. Donc je pense que peut-être sur le moment, c'était un peu dur, mais après, je sais qu'il a fait plein de choses. Et puis, si un jour on pouvait retravailler avec lui, ça avec grand plaisir. Et Bicom, aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 320 personnes, hein, je crois, c'est ça? Non, c'est moins de 300. Ah, moins de 300, ok. Il me semble que j'avais vu sur votre site, ok. Bon, allez, Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on compte les contrats, les sous-traitants ou pas? Oui. Dans notre domaine, il y en a beaucoup. Okay. Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas sur plusieurs années, en fait, qui sont peut-être seulement sur une année ou une année et demie. Donc à ce moment-là, on utilise. Donc on est dans un monde où la notion d'employé. Donc si on parle d'employé, c'est moins de 300. Ouais. Ok. Et la proportion entre développeurs et le reste, approximatif, tu sais? Alors chez Bicom, elle est plus élevée que la normale. Okay. Parce qu'on n'a pas encore parlé, mais on a vendu la société il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. En avril 2022. Et les nouveaux investisseurs, ils ont investi énormément. Et justement pour reconstruire, pour vraiment amener Bicom au niveau suivant. Donc, investi énormément dans les départements liés à la R&D, donc tout ce qui est produit, engineering, etc. Et les départements services, tout ce qui touche donc service pour les clients. Donc, il y a vraiment un gros investissement là-dedans. Donc ça, c'est terminé, cette transformation, mais on n'a pas encore amené la partie, ce qu'on appelle go-to-market, donc tout ce qui est vente et marketing. On n'a pas encore amené au niveau, on va dire. Donc on est encore un peu disproportionné sur les parties back-office, tout ce qui est produit, etc., et service client par rapport à la partie vente. On a relativement très peu de vendeurs et une petite équipe de marketing comparée à la force. Donc pour répondre à ta question, c'est largement un tiers, je dirais. Ok, d'accord. Mais justement, donc... vous avez vendu Bicom pour 300 millions à Sumeru. Ça, c'est ce qu'ils ont investi au total. D'accord. Donc, vente plus new money. Ouais, d'accord. Mais plus votre investissement? Parce que toi, après coup, ouais. C'était après, ouais. Ok. Ouais. Et pourquoi avoir réinvesti? Parce que j'y croyais. Et puis c'était un good deal. C'est-à-dire que ils m'ont proposé d'investir au même terme qu'eux.
Ok. après quelques mois. Donc, moi, c'était des termes qui m'allaient bien, en fait. Je pense que le niveau de la vente, ouais, la transaction, la sortie de Bicom était vraiment à un niveau, à un prix équilibré. Enfin, il me semblait vraiment équilibré, un good deal à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur. Mhm. Et comment tu te sens de passer avant, on va dire, il y a eu cette phase de ta vie avant 2008-2009 où tu n'étais pas on va dire le propriétaire. Ouais, Voilà, des boîtes dans lesquelles tu étais. Ensuite, tu es devenu, on va dire, copropriétaire ouais, avec tes exactement. Ouais. cofondateurs. Ouais. Et puis, donc 2009 à 2022, donc 13 ans après, reprendre, entre guillemets, le statut de non-propriétaire, parce que Ouais, c'est Soumerou hein, qui est le exactement. propriétaire. Est-ce que toi, ça change quelque chose pour toi? Est-ce que, ou en fait c'est vraiment ce que tu voulais, c'est ce qui était recherché? Ouais, c'est une question géniale. C'est ouais, dans les deux sens en fait. C'est que l'avantage le but, le but quand t'es CEO ou propriétaire, enfin quand t'es responsable d'une boîte, quand t'as une décision à prendre, le but c'est de prendre la bonne décision. D'accord. Maintenant, souvent c'est super difficile de savoir quelle est la bonne décision. D'accord. Donc plus donc le but c'est d'être sûr que plus de 50%, donc 51% du temps, tu prends la bonne décision par rapport à la mauvaise. Tu te trompes. Il faut se tromper moins souvent qu'on se trompe. Et, euh, et donc tu dois créer un écosystème qui favorise la prise de la meilleure décision possible, qui enlève les bias, qui enlève tout ce qui est subjectif, tout ça. Donc, quand tu es petit et que tu veux aller vite et que tu penses que tu es vraiment expert dans ce domaine-là, donc par définition que tu as plus d'expérience que les gens qui pourraient t'entourer, mieux vaut être tout seul. Au début, quand tu te lèves de l'argent, tu choisis pas vraiment, malheureusement, tu choisis pas tout le temps avec qui tu travailles, tu choisis avec des gens qui sont motivés à investir financièrement en toi. La probabilité que des personnes qui sont motivées à investir en toi parce qu'elles croient en toi soient aussi les personnes qui sont habilitées à te donner des conseils et des donner accès à un univers que tu n'as pas sont minimes. Il faut jouer à la loterie pour arriver à ça. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette situation où ils doivent faire des board meetings et écouter des avis de propriétaires, de shareholders, d'actionnaires qui connaissent rien et en gros n'ont pas la décence de réserver leur avis. Ils se disent ok comme j'ai, et puis c'est une perte de temps. Donc dans ce cas-là, mieux vaut être tout seul, Mhm. mieux vaut être sans propriétaire dans ce cas-là. Maintenant, si on passe à l'étape suivante et on peut s'entourer d'un conseil d'administration ou d'actionnaires qui ont une énorme valeur ajoutée, qui ont plus d'expérience que vous, qui sont vraiment brillants, etc. Donc, on augmente les chances de prendre la bonne décision. Donc moi, c'est clairement ça que j'ai recherché. Enfin, la vente de Bicom, elle était drivée par remercier en fait et rewarder, donc remercier dans le sens récompenser tous les gens qui nous ont fait confiance dans la croissance de Bicom et qui ont toujours eu l'intelligence de rester en retrait. C'est-à-dire qu'ils donnaient des conseils si on leur demandait, mais ils n'ont jamais joué ce rôle d'imposer des décisions parce qu'ils possédaient. Donc ça s'est vraiment très bien passé avec tous ces actionnaires. Et moi, j'ai voulu les récompenser de la meilleure des façons, qui est donner la valorisation maximum de Bicom. Et la valorisation maximum, on l'obtient pour tout le monde, on l'obtient quand on vend tout, quoi. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, je me suis mis complètement en retrait. Ce qu'allait advenir de mon job, c'était vraiment pas prioritaire. Mais là, il s'est trouvé qu'avec Soumerou, on s'entendait bien.
Moi, je voyais comment je pouvais vraiment apprendre d'eux. Et puis, ça avait la réciproque. Donc, c'est pour ça j'ai décidé de rester jusqu'à la prochaine étape. Ouais. Et effectivement, j'ai énormément appris. Donc, la transformation s'est finie au mois de juin dernier. Donc, on a fait 2 ans, quasiment, un peu plus de 2 ans de grosses transformations. Et ça a juin été, dernier, donc juin 2024. Juin 2024, ouais. Voilà. Ouais, on a fait l'acquisition de 3 sociétés. On a tout redéfini, quoi, les process, des moments moins glorieux, parce que bien sûr, on est passé de moins de 100 personnes à un peu moins de 300 personnes, d'accord, dans cette phase-là. Donc, c'était vraiment beaucoup en l'espace de 2 ans. Ouais. Donc, beaucoup d'embauches, mais aussi des restructurations. Parce que quand on grandit comme ça, tout ne se fait pas de manière homogène, en fait. On se retrouve avec trop de personnes qui ont ce type de profil, etc. Donc, il y a aussi des moments moins glorieux que je regrette forcément en tant que CEO, mais qui étaient inévitables de restructuration. Et tu as cité 2 fois le niveau suivant, l'étape suivante. Quel est ce niveau suivant avec Sumero? Comme chaque... donc, Sumero, c'est un private equity. Il y a toujours un objectif, en fait. On achète une société dans tel état et on opère telle transformation. D'accord ? Dans le cas de Bicom, c'est un mélange d'acquisitions qui ont eu lieu maintenant et d'amélioration, de transformation des processus. Et ça prend 4-5 ans. Ouais, là, je t'ai entendu, c'est 2026 l'objectif, c'est ça? Ouais, après, ça dépend de toujours plein de choses, de l'environnement macroéconomique, de bien comment sûr. la société performe. Bien sûr. Donc, mais oui, 2026-2027, je dirais. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, il est à 50% aux US, c'est juste ou... Alors ça, c'est stable, ça a toujours été comme ça. Ouais, ça a toujours été comme ça. Okay. Depuis, pas depuis tout le début, parce qu'on a quand même démarré d'abord en Europe, mais depuis quelques années après la création, ça a été entre 40 et 60%, ça varie. Ouais. Ok. Et tu parles des événements macroéconomiques. Est-ce que là, l'élection de Trump, ça change quelque chose pour vous? Ça change rien? Non, l'impact est le même que pour tout le monde sur les taux de change, donc malheureusement, j'allais dire, je ne vais pas faire de politique ici, mais l'élection de Trump a du bon pour beaucoup de choses en fait, parce que quelque part les marchés attendaient ou s'attendaient à ça, donc ouais, non, ça n'a pas un impact différent que pour une personne lambda ici. Ok, d'accord. À ton avis, qu'est-ce qui manque aux investisseurs en Suisse? Parce que tu vois là, on ne l'a pas dit, mais en 2017, vous aviez levé 35 millions, je crois que c'est ça. 30 millions en 2017, exactement. 30 millions, ouais. Okay. Non, avant ça, on a fait des petites levées, en fait, pour des sujets bien précis. D'accord. Toujours assez petites. Ouais. Dont quelqu'un que tu as interviewé, qui s'occupait de Swisscom Venture. Ah oui, ok. Ils étaient rentrés au capital. Dominique Maigret. Ouais, exactement. Ouais. Et parce qu'ils étaient clients. Oui. Ils aimaient bien Swisscom était client. Ouais, ils sont toujours. Ouais. Et ils aimaient bien la solution, donc du coup, ils avaient investi. Swisscom qui est une moyenne entreprise. Pour toi. Alors clairement, ouais, exactement. Alors tu vois, exactement. C'est qu'en Suisse, c'est un super client, c'est une super référence. Bon, ils ont une image au niveau international, un petit peu, hein. Ouais. Mais voilà. Après, aux États-Unis, avec le nom, ils peuvent imaginer ce que c'est, mais je suis pas sûr qu'ils connaissent c'est clair, l'entreprise. Mais ok, ouais, alors donc Swisscom Ventures avait... ils avaient investi, ouais. Après, je dirais malheureusement, d'ailleurs, une fois j'avais dit à Willy, mais pourquoi c'est trop tôt? Pourquoi ils ont revendu à Goldman Sachs. Ah, ok. Et ça, j'avais trouvé... moi, j'aurais bien aimé qu'il reste plus longtemps. Ouais. Bon, ok. Et donc, la question, c'était... j'ai parlé de Goldman Sachs. Je ne sais pas si je l'ai cité, mais en gros, ce que je voulais dire, là où je voulais en venir, c'était... Donc en 2017, il y avait déjà eu Goldman Sachs. Bon, avant, il y avait Swisscom Ventures, ok. Ouais. Mais et maintenant, Sumero. Et la question, c'était qu'est-ce qui manque aux investisseurs en Suisse? Tu vois, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ou en Europe? Mais c'est pour ça que je mentionnais Dominique et Swisscom Ventures, c'est parce que
au début, c'était donc les premières levées de fonds, c'était qu'avec la toute première, c'était avec un individu. Okay. Un business angel. Ouais, qui croyait vraiment, qui voulait faire partie de l'aventure financièrement. De nouveau, énorme respect parce qu'il nous a jamais mis des bâtons dans les roues, bien au contraire, quoi. Il nous a ouvert son réseau, etc. Mais c'est toujours. Mais tout ça, c'était des gens soit basés en Suisse, soit suisses. Donc il existe. Maintenant dès qu'on veut rentrer dans les investisseurs institutionnels, et puis qu'on est on joue un jeu de la croissance. Donc Bicom, ça a été toujours un jeu de croissance. C'est-à-dire que le cash, on le dépensait à la limite, même avant d'être sûr de l'avoir, on le dépensait déjà, quoi. C'est toujours un rôle d'optimisation de moyens financiers. Donc le résultat de ça, c'est que le résultat financier dans le compte de résultat, même si on prend l'EBITDA, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais la marge nette, elle est toujours négative. Par définition, elle est toujours négative. Même si on est cash flow. Donc on a toujours été juste ce qu'on appelle operational cash flow positif. Donc le cash flow opérationnel neutre ou positif. Donc on ne dépense pas plus d'argent qu'on a, donc on ne s'endette pas, ça c'est évident. Mais après, être en perte, moi ça ne m'a jamais posé de problème du moment qu'on était en pleine croissance. Parce que si on est en pleine croissance, mettre en place une équipe de vente, entre le moment où on décide de le faire et le moment où ces personnes-là rapportent du revenu, il va se passer 1 année et demie. Même si on va vite, quoi. Hein, ça fait 3 mois pour trouver quelqu'un, après encore 1 ou 2 mois pour trouver quelqu'un, 3 mois pour qu'il enfin commence à travailler chez vous. Il y a déjà 6 mois qui sont passés, après 6 mois pour le former, et puis voilà. Donc on dépense de l'argent qui rapporte rien, donc par définition on est en perte. Bien sûr. Ouais. Et ça, même à des grandes banques ou comme ça, enfin n'importe quelle institution en Suisse, ils ont leur fichier Excel. La case EBITDA, donc la case résultat, elle peut pas être négative. C'est pas possible. Donc même si vous faites 40% de croissance du revenu et que vous êtes en perte, les gens vont pas vous parler. Donc moi c'est ça qui. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, parce que ça fait maintenant longtemps que j'ai plus fait du fundraising. Mais donc, la dernière fois que j'en ai fait en 2017, c'était une évidence que même si les individus, on arrivait à les convaincre, leur employeur, leur institution n'allait pas les suivre. Donc, et c'est vraiment une méconnaissance des modèles. Le modèle, à l'époque, ils ne comprenaient pas le modèle SaaS, donc le modèle Software as a Service, le modèle cloud. Le business model, clairement, ils le comprenaient mal. Et même si on pouvait éduquer une fois de plus et convaincre la personne à qui on parlait, tout le processus derrière, même la façon de documenter les choses, etc., n'était pas adapté. Donc c'est ça pour moi qui manquait. J'espère que c'est plus le cas aujourd'hui, mais il y avait vraiment un manque de compréhension, d'éducation des investisseurs en Suisse. Ouais. Ok. Tu as cité l'engagement de commerciaux, par exemple. Et juste avant, quand je te demandais aujourd'hui, finalement, quel est ton rôle, ou bien si toi, tu closais des deals encore ou pas, et tu me disais plus du tout. Ouais, plus du tout, et que tu n'étais plus à cet objectif de 2 clients par semaine. Là, cet objectif que tu as cité, c'est un objectif que vos représentants, vos vendeurs ont, ou bien c'est un objectif, c'était ton objectif à toi, ou c'est... Alors ça c'est pour moi personnel. Ça c'était pour toi personnel. Ouais, personnel, okay. Ouais. Et puis du coup c'est des meetings qui prennent longtemps à l'avance, parce que si c'est pour voir clairement un responsable de haut niveau, d'accord, un exécutif. Donc c'est pas des gens qu'on peut booker pour la semaine d'après, donc ça se prévoit longtemps à l'avance, etc., etc. Donc c'est pas vraiment, on peut pas demander à tout le monde de faire ça. Donc ça c'est ce que je fais moi, et c'est le rôle, c'est ma pierre à l'édifice, on va dire. Okay. C'est des gens qui n'accepteraient pas de rencontrer, enfin ils essaient de me rencontrer parce que je suis CEO et cofondateur. Sinon je pense pas qu'ils m'accepteraient forcément. Enfin ça serait facile d'avoir le rendez-vous. Mais non, par contre, j'incite nos vendeurs, je les incite à aller voir les gens en personne.
surtout au début, parce qu'une fois que la relation est établie, après, il n'y a pas de problème par téléphone et par... mais ouais, moi, je crois à fond au présentiel, au fait d'aller... enfin, j'y crois pour une raison, au début, on peut avoir des opinions, d'accord, mais très vite, on doit, et ça c'est vrai pour tout, hein, quand tu disais, est-ce que un CEO qui travaille tout seul par rapport à travailler pour d'autres actionnaires, il faut toujours tout ramener à la donnée, à la data. Donc, si tu peux avoir une opinion, gauche ou droite, il faut absolument la valider par des faits et après être prêt. Moi, je suis toujours prêt à changer d'avis. La première chose que je dis toujours à mes collègues, c'est OK, c'est ce que je pense aujourd'hui, mais à la minute où je vois que ce que je pense est faux, c'est-à-dire que les données me montrent que c'est le contraire qui se passe, je serai le premier à changer d'avis. Mmh. Et donc, j'ai perdu le fil. Ouais, non, c'était juste par rapport à... Enfin, que toi, tu disais que t'incitais tes... Enfin, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, j'arrive à établir une corrélation, et je pense qu'il y a une causalité entre les vendeurs qui atteignent et dépassent les objectifs et ceux qui ne le font pas. Ceux qui atteignent leurs objectifs et les dépassent, ils n'ont aucun problème à se déplacer pour aller voir les clients. Et quand on est une boîte mondiale, des fois se déplacer, ça veut dire, souvent ça veut dire prendre l'avion. Mmh. Mais clairement, il y a une corrélation entre le résultat et le fait d'aller voir les gens en personne. Mmh. Ouais, donc toi tu ressens vraiment qu'il y a, enfin là tu l'as dit, c'est très clair, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui trouvent qu'aujourd'hui, et là on en revient avec la partie du why et autres, mais qu'il n'est plus nécessaire de se déplacer comme avant. Toi tu ne penses pas? Alors, enfin en tout cas pour créer cette première relation. Mais c'est un statement qui est complètement vrai. Et le diable est dans les détails, d'accord. Mm-hmm. Donc nos employés qui sont là pour... Alors, gardons le même gars, le type qui... parce que là, quand je parle, j'ai en tête, j'ai un homme. Personne, ouais. Personne, mais on a aussi des femmes vendeuses super successful. Hein. Et toute la partie négociation des contrats, etc., qui, il y a encore 10 ans, 15 ans, si on voulait le faire de manière efficace et avec succès, il fallait aller en personne, on savait, parce que sinon ça allait prendre des semaines, quoi. Il fallait se déplacer, on mettait les avocats dans la salle, l'acheteur, le vendeur, et puis en 2-3 jours, on arrivait à finaliser les contrats, typiquement à la fin du quarter, le nombre de meetings entre Noël et Nouvel An dans des endroits improbables, dans des zones industrielles improbables que j'ai fait dans ma vie, mais c'était le seul moyen. Alors ça, il n'y a vraiment plus besoin. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on arrive très bien à faire entre les DocuSign, entre la technologie à disposition et les mentalités qui ont évolué, il n'y a aucune raison d'aller déplacer des gens et aller créer du CO2 pour aller faire avancer des contrats. Pareil pour la mise en place des logiciels. Avant, on partait pendant 2 mois, on était chez le client, quoi. On avait une armée de consultants chez le client qui mettaient en place les trucs. Tout ça, c'est complètement terminé. D'accord ? Donc, pour tous ces aspects-là qui représentent peut-être 80% des déplacements, c'est complètement vrai. Ensuite, pour là où il faut vraiment créer quelque chose, créer une connexion, créer un lien, c'est indispensable. Pourquoi les événements de type trade show comme c'était le cas avant pour le salon de l'auto. Si le salon de l'auto à Genève, il n'existe plus, ça n'a rien à voir avec le concept de salon. C'est lié à l'industrie automobile. Mais les salons professionnels, là, maintenant, en 2024, ils marchent à fond. Alors, là, je parle je n'ai pas les échantillons globaux, etc. Mais en tout cas, dans notre industrie, ce que je vois, c'est que les événements qui ont eu lieu cette année, qu'on fait depuis 10 ans, depuis 15 ans, hein, même j'y vais personnellement, ils n'ont jamais été aussi bondés que c'était le cas cette année. Les gens ont besoin de contact physique, ça c'est une évidence. Hein. Et justement, tu parles de créer des connexions.
Tu as posté sur LinkedIn il y a environ un mois. The importance of company culture cannot be overstated. It's surprising that this crucial element for any company's success is still being overlooked by many. Donc en français, en très gros, l'importance de la culture d'entreprise ne peut pas être surestimée. C'est surprenant que cet élément crucial pour le succès de n'importe quelle entreprise est toujours négligé par beaucoup. Et donc, justement, en parlant du why, c'est là aussi où toi, une fois, tu t'es posé, c'était en 2013, où on t'a fait le retour que, en fait, ce qui te différenciait, ce qui vous différenciait des autres, c'était ces valeurs que tu n'avais pas encore vraiment saisies ou encore posées à plat. Vous faites un kick-off depuis 15 ans, depuis la création de Bicom. Hein. Depuis 2009. Est-ce que tu peux parler un petit peu du kick-off et ce que ça fait pour la culture de votre entreprise? Ouais, tu sais, tu parlais avant de Philip Morris, de ton travail à Philip Morris, et tu vois, comme un ancien fumeur, il est super intolérant par rapport aux fumeurs aujourd'hui. Ouais. Plus qu'un mec qui a jamais fumé. C'est vrai, complètement, ouais. Moi, je suis un peu dans la même situation avec la culture d'entreprise. Quand j'ai démarré Bicom, et je pense même au moment de Start With Why, au moment où j'ai découvert Simon Sinek, la culture d'entreprise, pour moi, c'était une perte de temps phénoménale. Une perte d'argent phénoménale. Le seul truc qui comptait, c'est les ventes, avoir un bon produit, les ventes qui augmentent, la croissance, la profitabilité, tout ce que tu veux. C'était ça, quoi. J'étais vraiment drivé par ça. Mais il y a un truc que je faisais plus ou moins juste, parce qu'il était vraiment sincère, c'est que à cette époque-là, on était 40 personnes. Et puis pour les 40 personnes, j'avais un spreadsheet, un fichier Excel, un tableau Excel, et puis avec une colonne qui était ce qu'ils voulaient faire pour avoir du... Et c'est là où je me trompais d'ailleurs, pour être successful. Et j'avais la liste. Donc, il y en a un qui voulait apprendre l'anglais, il y en a un qui voulait aller aux États-Unis, il y en a un qui voulait faire ça. Enfin, voilà, peu importe. Bien sûr, toujours lié à la vie un peu professionnelle. Mais en fait, j'avais ça un peu pour tout le monde. Donc, ça m'aidait vachement, en fait, parce que sincèrement, je voulais les aider à ce qu'ils arrivent à faire ça. Et puis, c'est un peu ma cheat list, parce que moi, 40 personnes, je m'en souvenais pas forcément de tout. Donc voilà, avant de rencontrer la personne, je pouvais garder ça en tête et au moins remettre le sujet sur la table, quoi. Et mais rien que le fait d'avoir cette démarche, déjà, quelque part, je travaillais sur la culture sans le savoir, quoi. Mais comme tu l'as dit, donc en faisant plein de choses de manière intuitive comme ça. Et c'est le point que tu disais, on m'a mis le nez dessus, on m'a dit, mais regarde, tu as créé une culture phénoménale, juste tu sais pas ce que c'est, quoi. Mais du moment que j'ai compris, et de manière irréfutable, d'accord, que la culture était la source du succès que l'entreprise allait avoir, le fait d'avoir un bon produit, de manière continue. Parce qu'on peut toujours avoir la chance, même on peut avoir une entreprise avec une culture déplorable, mais on a juste la bonne technologie au bon moment, etc. Bien sûr, ça c'est toujours possible, mais ça ne va pas durer dans le temps. D'accord ? Donc, si on veut avoir un truc qui est solide dans le temps, il faut absolument avoir une culture phénoménale. Ça c'est devenu une évidence. Et je suis sidéré quand la plupart du temps, si je suis avec d'autres CEO, si j'amène pas le sujet, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est le produit, les ventes, la façon dont on travaille avec les actionnaires. Tout ça est toujours... Et je pense malheureusement c'est vrai. Aujourd'hui, la plupart des CEO qui sont qui travaillent aujourd'hui, qui sont actifs aujourd'hui. Alors, à la minute où vous prononcez le mot culture, c'est « Ah oui, bien sûr », mais le mot vient jamais d'eux. Et ça me choque. D'où ce post. Parce que alors, bien sûr, il y a plein d'exceptions qui confirment la règle. Il y en a plein. Mais ça reste une minorité, une très grande minorité. Ouais. Bah, c'est vrai que quand tu dis il y a plein d'exceptions, jusqu'à 2013, toi tu t'en rendais pas compte, et pourtant
pourtant, j'en sais rien si tu étais heureux, mais je me considérais pas comme un CEO à l'époque. D'accord, ouais, j'étais un ok. cofondateur. Je m'attendais vraiment pas à garder ce job. Je pensais ouais. Maintenant, je me considère vraiment comme un CEO, plus du tout comme un fondateur. Mhm. D'accord, depuis Goldman Sachs, je dirais. Depuis Goldman Sachs, D'accord. donc depuis 2017. 2017, ouais. Ok. Et pour un CEO, je pense que gérer la culture, c'est absolument primordial. Et si lui le fait pas, qui le fait? Si lui le fait pas, c'est qu'il n'est pas en contrôle. Mhm. Ouais, et ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que si toi, ou disons ton équipe de la direction, vous ne contrôlez pas ou vous ne mettez pas en place cette culture, dans tous les cas, une culture va se créer. Que ce soit celle que toi tu veux ou pas, mais il y aura une culture qui va se créer. Ça peut Ou être plusieurs. Ouais, ou plusieurs, tout à Suivant fait. les bureaux, Voilà, les pays, exactement, etc. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Par contre, là, vous, votre complexité, on en avait parlé un petit peu avec Alizé de Tonac de Seedstars, qui eux sont également une entreprise globale, ils sont partout dans le monde. Bah, c'est que justement, vous êtes partout dans le monde. Ouais. Donc, au-delà de la culture d'entreprise, il y a une culture du pays qui est différente. Et là, vous, quand vous faites peut-être, tu pourras quand même expliquer ce que c'est. Ce kick-off, voilà. exactement, Voilà, c'est la réponse à ça. Ouais. Parce que c'est la réponse à ça. Ouais, parce que la culture du pays, moi, j'y crois pas. Je pense que les gens, par définition, ta culture d'entreprise, elle doit accepter des gens qui sont, même si tu n'as qu'un seul pays, même si on est qu'à Nyon ici, tu veux, pour moi, la culture que je veux pour Bicom, elle doit accepter des gens qui sont extrêmement différents. D'accord. Donc culture veut pas dire qu'on est tous formatés pareil. Ça veut dire qu'on est juste d'accord de partager les mêmes core values. Alors je te laisse traduire ça en français. Valeurs cœur, nous dirons. Ouais, mais voilà les notions importantes. Et ces notions-là, normalement, elles sont universelles. Mais je parle pas je parle pas. Donc, Bicom, on a 6 ou 7 core values que j'avais plus ou moins identifiées suite à une fois qu'on avait mis le nez dedans en 2013, je crois. Et elles sont à peu près restées. Mais je parle pas de respect, éthique. C'est pas ça les core values. Hein. Les core values, c'est des vrais choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. D'accord. Ça pourrait dire, on se déplace pour voir les gens en personne. D'accord. Il y a des gens qui veulent pas, qui veulent rester chez eux. D'accord. C'est pas une core value de Bicom, d'accord, mais je donne juste un exemple. D'accord. Ouais. Donc, avec une core value, on fait un choix. D'accord. C'est pas un truc c'est pas une évidence pour tout le monde. Par définition, parce qu'on veut sélectionner, on veut avoir que des gens qui sont prêts à adhérer à ces core values là. Donc moi, je déconnecterais ces notions de pays, etc. Maintenant, ces gens-là, il faut vraiment qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se fassent confiance. Et pour moi, la manière évidente... Donc ça, je le faisais quand je me retrouvais à financer une bonne partie de tout ça. Hein. Donc je dépense pas l'argent des autres en me disant il faut absolument faire un kick-off. Un kick-off, il faut absolument le faire. C'est un super moyen de... Donc qu'est-ce que c'est qu'on prend tous les gens de l'entreprise. Mais quand je dis tous les gens de l'entreprise, c'est tous les gens de l'entreprise, y compris le monsieur qui nettoie les toilettes à la NASA. Donc vraiment tout le monde et on les met ensemble pendant... Sous-traitant. Au début, oui, après plus. Okay. Là, j'ai dû faire un choix. Ouais, bien sûr. Okay. Les budgets augmentent. Mais au début, oui, absolument. Ouais. Et maintenant, depuis quelques années, maintenant, c'est plus le cas. Et en fait, donc on met tout le monde. Donc après, maintenant, comme je le fais depuis 2009, maintenant j'ai une formule qui marche vraiment super bien. D'accord, mais en gros, c'est 2 jours et demi. Mais la première demi-journée, c'est seulement pour les gens qui ont jamais fait de kick-off avant. En gros, qu'on rejoint depuis le kick-off précédent. Et pendant cette demi-journée, je passe 2 heures à leur expliquer chacune des core values. Et pour leur expliquer, j'utilise Simon Sinek, parce que c'est une des core values, bien sûr. Start with why. D'accord. Donc, pourquoi on a ces core values? Et d'ailleurs, même la façon dont c'est écrit, je crois que dans le document, il y a la core value, et puis après, il y a why, how, et puis le what. Le why, c'est pourquoi cette core value, on a défini qu'elle devait être là. Ensuite, how, c'est comment on arrive à ça. Et puis, l'exemple typique, c'est operational excellence, d'accord. C'est niveau de préparation. Par exemple, si on fait un meeting, on prépare le meeting.
On n'arrive pas les mains dans les poches. Comme la plupart du temps, les mains dans les poches, et puis on improvise son meeting. Et pourquoi? C'est parce que par définition, dans le meeting, imagine qu'il y a 6 personnes, donc c'est moi plus 5 personnes. Si je suis pas préparé, alors déjà je perds un peu mon temps, mais je perds surtout le temps de 5 personnes. Quand on multiplie tout ça en termes de nombre d'heures, si ça crée 1 heure d'inefficience, fois 5, c'est 5 heures qui sont déposées là. C'est clair. Donc en gros, c'est le why. Et là, quand en parlant, maintenant, forcément, tu es d'accord. La notion de plus préparer un meeting, la notion de pas préparer un meeting, elle devient insupportable. Il faut préparer un meeting. Donc le why, il a achievé ça. Il a aligné tout le monde sur l'idée. Ensuite, le how, on donne les outils. C'est pourquoi les gens ne préparent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps. On est tous complètement débordés. D'accord? Donc, tu donnes les outils de time management de façon à identifier les choses que tu ne dois pas faire. D'accord? Que tu dois soit déléguer, soit simplement accepter que tu ne les feras pas. Donc, il y a des gens qui ne seront pas contents parce que tu ne fais pas ça. D'accord? Si autour de toi, il n'y a personne qui n'est pas content parce que tu ne fais pas quelque chose, tu fais quelque chose de faux. C'est-à-dire que tu ne sais pas te focaliser sur ce qui est vraiment, vraiment important. Et donc, voilà, ça, c'est une des core values de Bicom. Donc quand tu fais un kick-off et puis c'est que des intervenants, maintenant je fais quasiment plus rien. Hein, je fais plus aucune présentation dans un kick-off. La qualité des interventions, tout par des employés Bicom, elle est phénoménale. C'est super préparé. Ça fait partie de notre culture d'entreprise. Mm-hmm. Ouais. Mais le kick-off permet d'aligner tout le monde et surtout de créer cette relation de confiance. Et je le vois, hein, ça dure. L'effet du kick-off, malheureusement, il dure pas tout à fait, dans une société de Bicom, pas tout à fait 12 mois. À partir de septembre-octobre, là, les gens commencent à penser que le type qui fait le même job à New York, il est là pour l'embêter ou pour prendre son job, puis paf, tu les mets ensemble. Des gens qui peuvent plus se sentir, hein, littéralement, par email et par téléphone. Tu les mets ensemble à un kick-off, avec un agenda bien préparé, etc. Même... après un jour, ils sont de nouveau relax et c'est de nouveau une équipe où ils se font confiance mutuellement, quoi. Ouais, c'est phénoménal. Parce que justement, le kick-off, donc tu disais 2 jours et demi? Ouais, du mercredi midi au vendredi soir. Et ça, vous le faites peu importe où, un endroit? Alors, on choisit l'endroit de façon à ce qu'il soit super efficace, efficient d'un point de vue... Donc, pour nous, on regarde où sont les gens, on regarde combien ça coûte pour ces gens d'aller là, et puis combien coûte l'hôtel et tout ça, on prend tout ça en compte, et puis c'est comme ça qu'on choisit l'endroit. Et tu as dit la première demi-journée est dédiée aux nouveaux, voilà, seulement pour les nouveaux. Ouais. Ok, donc après à partir... Le premier matin en fait, ouais, ça démarre mercredi matin pour les nouveaux et mercredi midi pour les... Tout le monde arrive. Ouais. Et après ça consiste en quoi? Donc, tu as dit l'agenda est... Alors, on est toujours dans un hôtel top. Typiquement, un hôtel où, normalement, toi tout seul, la plupart des employés ne peuvent pas se les permettre. Okay. Donc, on parle de 5 étoiles et vraies 5 étoiles. S'il pouvait y avoir 6 étoiles, ça serait 6 étoiles. D'accord okay. Donc, vraiment top. Mais toi, là, quand on le fait pour 200 personnes, typiquement, de toute façon... le faire dans un hôtel comme ça ou dans un 3 ou 4 étoiles, le prix est quasiment pareil. Okay, il y a très peu de différence à ce niveau-là. On le fait, typiquement, on le fait mi-janvier, quand on sait que dans l'industrie, à moins d'aller à la montagne, mais même à la montagne aussi, je crois, il y a vraiment un creux énorme dans tous ces hôtels. Ils sont vides, en fait. Et puis, on organise ça une année à l'avance. Hein, donc, pour eux, de remplir l'hôtel de manière garantie, 200 chambres, mi-janvier... ils prennent tous, quoi. Donc, il y a un pouvoir de négociation qui est vraiment fort. Donc, on arrive vraiment à garder un prix très, très bas. Et puis après, en termes de... Donc, c'est vraiment dans un endroit super chouette. Ensuite, on fait une demi-journée. Donc, la première demi-journée, c'est là, on fait le state of the business, ou ce qu'on a fait l'année d'avant, ce qu'on va faire l'année prochaine. On fait des awards. D'accord, donc tous les gens qui ont fait quelque chose de vraiment exceptionnel. On récompense aussi la durée. Ceux qui ont fait plus de 10 ans, ils reçoivent une montre suisse. Quelle marque? Longines. Longines. Et
Ensuite, du coup, le jeudi matin, ça reste ce qu'on appelle des breakouts. D'accord, c'est par département. Ensuite, le jeudi après-midi, c'est team building. Donc, c'est en dehors et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. Et ça dure jusqu'à facile 3-4 heures du mat. Ok. Mais après, le vendredi matin, à 9 heures dans la salle, ou à 8h30, suivant l'agenda, tout le monde est là. D'accord. Ça fait partie de la culture d'entreprise. Ok. D'accord, on fait ce que tu veux toute la nuit. Le truc, il démarre à 9h, tu es là à 9h et tu n'es pas en train de dormir sur ton siège, quoi. Et là, c'est de nouveau une session plénière. Donc, c'est plus des breakouts, c'est vraiment pour tout le monde jusqu'à midi. Et puis après, les gens commencent à partir, à retourner chez eux. Donc, c'est un format super condensé, mais c'est absolument phénoménal. Et voilà, là, vous le faites, donc pas forcément en Suisse. Hein. On l'a fait une seule fois en Suisse, à Interlaken, dans le grand hôtel. Et, qu'une seule fois. Et maintenant, ça serait trop cher pour 200 personnes. Ouais. Et justement, donc, tu l'as dit, tu voyages beaucoup, vous devez voyager beaucoup, vous êtes un peu partout. Moi, je voulais savoir un peu connaître savoir quel est ce besoin absolu de partir. Je dis ça parce que finalement, quand tu as terminé tes études, tu ne voulais pas travailler en Suisse, tu voulais directement travailler à l'international, et donc tu as trouvé un poste international à Paris. Est-ce que toi, quand tu étais enfant, vous voyagez beaucoup avec vos parents ou pas du tout Non, on voyageait beaucoup pour des raisons culturelles, mais beaucoup en voiture du coup. Donc, beaucoup en voiture. Ouais, okay. Je me souviens, avec mes parents, c'était rarement des vacances en avion. Donc, tu vois, beaucoup. Alors, toutes les vacances, etc. Mais principalement en France, Allemagne, Italie. Je pense que c'est là que j'ai passé la plupart de mes vacances. Ouais. Donc, tes parents n'étaient pas des... Enfin, en l'occurrence, oui, mais je me demandais s'il y avait mon père voyageait beaucoup pour son travail. Ok. Mais ma mère, non, elle était complètement... Parce qu'elle a toujours fait de la politique en Suisse et tout. D'accord, donc, complètement investie. Donc, elle ne pouvait jamais partir super longtemps. Ouais. Ok. Et pourquoi, toi, quand tu as terminé, tu t'es dit, non, moi, il faut que je parte à l'étranger pour travailler? C'est une bonne question. Je sais pas, pour moi, c'était simplement une évidence. Okay. Quoi. C'était, et si j'étais passionné de haute horlogerie, je pense que pas forcément je serais parti. C'est simplement pour ce que je voulais faire. Oui. Mes études, ce qui me passionnait, moi, ce qui me passionnait, c'était la gestion d'entreprise. Mais le truc qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'était l'informatique, mais pas en tant qu'outil, pas en tant que tel. Donc, et puis quand à cette époque-là, donc allier la finance et l'informatique ensemble, je me suis tout de suite intéressé aux grands logiciels d'entreprise, comme ceux qui m'ont embauché. Et tous, les trois quarts, je crois qu'il y avait une exception à l'époque qui s'appelait Business Object, qui était français encore, qui a d'ailleurs bougé par la suite aux États-Unis. Mais à l'époque, c'était que des acteurs américains. Donc pour moi, c'était forcément là-bas que ça se passait. Mm-hmm. Ok. Et maintenant, si on change un petit peu de thématique, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, quel conseil lui donnerais-tu? De ne pas écouter les autres, d'écouter son cœur, mais sans se mentir à soi-même. C'est toujours ça, parce que si on écoute les autres, il y a malheureusement et je ne sais pas pourquoi, hein, mais la majorité des gens vont toujours vous parler de pourquoi ça ne va pas marcher. Mm-hmm. Ils essayent de vous protéger, alors qu'on a besoin d'exactement le contraire. On sait que ça va être difficile, d'accord ? On n'a pas besoin de nous le dire, quoi. Donc c'est vraiment... Essayez d'ignorer tous les gens qui vont vous dire pourquoi ça ne marcherait pas, pourquoi ce n'est pas une idée, et puis
et puis de se focaliser sur les quelques personnes qui pensent que c'est génial de quitter son job super safe, super bien payé pour prendre 10 000 risques. Et ouais, avec des chances que ça va pas marcher, c'est évident. Mais donc ça, c'est le premier truc, mais ne pas se mentir à soi-même. Donc ça, j'en reviens toujours. Moi, je crois énormément parce qu'il y a un autre concept qui m'a vraiment... Ou ça, c'est un collègue qui m'a éduqué sur ce concept, c'est le neuromarketing. Mm-hmm. Et en étudiant et en essayant de comprendre le neuromarketing, on comprend comment fonctionne le cerveau. Et cette notion d'intuition, en fait, il faut absolument apprendre à l'écouter. Parce qu'elle a raison. Le problème, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui ressent les choses, mais qui n'arrive pas à communiquer ça ce qu'on appelle le new brain, le nouveau cerveau qui est à l'extérieur, qui lui communique très bien, mais qui n'est pas capable de prendre des décisions. Et donc, écouter son instinct, son gut feeling, peu importe la façon dont on parle, je crois que c'est vraiment important. Mais derrière, le cerveau rationnel, il faut l'activer, quoi. Il faut quand même aller chercher les données, il faut quand même aller... Donc on peut avoir une super idée. Allez, j'ai l'impression que c'est une super idée. Après, valider qu'effectivement, il y a quelqu'un qui va... cette idée qu'on a, si on en fait un produit, que quelqu'un va l'acheter, quoi, va dépenser de l'argent, et puis pas dans 5 ans ou dans 10 ans, là maintenant, quoi, ou dans une année, quoi. Mm-hmm. Après, justement, je trouve intéressant que tu parles d'intuition, gut feeling, parce que c'est pas forcément évident d'apprendre à réellement connaître son intuition. Enfin, tu vois, est-ce que là c'est mon intuition ou ou ce sont juste mes émotions? Ouais, exactement. Et comme tu le dis très bien aujourd'hui, typiquement les achats, c'est quand on va acheter comme ça sur le moment, c'est un coup de cœur dans le sens où c'est émotionnel. D'abord, le cerveau va se lier à la partie émotion et ensuite c'est la partie rationnelle qui va venir. Et donc toi, tu as travaillé un peu pour essayer de capter cette intuition versus cette émotion. Et je te pose cette question parce que à Neuchâtel, j'ai un ami qui est passé sur le podcast qui s'appelle Michel Perrin, qui est le ex-CEO d'une société informatique qui est Uditis. Lui, maintenant, il donne une formation qui s'appelle le leader intuitif. Et justement, c'est là-dessus. Et lui, il travaille énormément là-dessus, sur l'intuition. Il est très orienté sur tout cet aspect-là. Et alors, moi, j'ai jamais suivi cette formation, on a évidemment parlé. Mais toi, par exemple, tu as parlé du neuromarketing et que tu as un collègue qui t'a apporté, on va dire, ces éléments-là. Est-ce que ces intuitions, tu as appris à les capter? Alors, j'ai toujours l'impression de ne pas savoir si je prends la bonne décision ou pas. Ça n'a pas changé. Mais au moins, je comprends le système. C'est-à-dire le fait de comprendre comment ton cerveau fonctionne et de comprendre le processus, je pense que ça aide déjà énormément. Après savoir s'il faut aller à gauche ou à droite, apprendre à écouter son intuition, il y a toujours plein de moments où tu ne sais pas s'il faut aller à gauche ou à droite. Mais maintenant, quand mon intuition est clairement il faut aller à gauche, alors je l'écoute beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Ce qui est important, je pense, c'est toujours de faire le travail après, d'aller valider cette intuition par des faits concrets. Ouais. Mm-hmm. Ok. Ouais. Donc en fait, c'est l'expérience, quoi. C'est l'essai et ensuite tu valides et c'est effectivement la majorité du temps, ça a prouvé. Ouais. Donc tu vas plus te laisser guider. Un truc qui est important, c'est si tu rentres directement dans la phase analytique, donc fait concret, en gros, si tu n'as pas d'intuition par rapport à ça, du coup, c'est quelque chose que je vais laisser tomber. Donc, par exemple, si c'est pour acheter quelque chose ou si c'est pour embaucher quelqu'un, si je remarque qu'il n'y a pas une vraie envie derrière, par exemple, sur papier, c'est nickel, d'accord ?
mais que derrière, j'ai pas. Alors, intuition, c'est pas le bon mot, mais il y a pas cette émotion. D'accord? C'est ah ouais, je me projette de travailler avec cette personne, ou je me projette d'utiliser ce produit, ou je me projette de conduire cette voiture. Euh, eh ben, le fait que si on parle de voiture, que la brochure elle a tous les éléments parfaits, etc. Ben tant pis. Je sais pas parce qu'elle a les éléments parfaits que je vais. Donc tu vois, quelque part c'est dans l'autre sens, c'est de rejeter un decision process qui après avait l'air parfait. Une fois que tu sais comment ton cerveau fonctionne, il ne faut pas te laisser avoir par ton cerveau analytique, parce que lui, il ne sait pas prendre la décision. Mhm. Donc, il va juste se cacher derrière des faits. Et je ne sais pas, si tu as, comme moi, quand tu as une grosse décision à prendre, tu fais le tableau Excel avec les 3 colonnes et puis tous les critères. Puis en fin de compte, le résultat, c'est dans un mouchoir de poche, quoi. Ce cerveau-là, il ne t'aide pas à prendre la décision. Ouais, c'est clair. Ça aide effectivement à peut-être poser certaines idées, ouais. à l'avoir comme ça sous les yeux, mais après... Ouais, ou des challenges que tu devras réellement adresser si tu décides de prendre cette décision. Mm-hmm. Mais ça n'influe pas la décision en elle-même, en fin de compte. Et ta réponse par rapport au conseil que tu donnerais à une personne qui aimerait se lancer, donc ne pas écouter les autres, ou en tout cas en partie ceux qui vont se focaliser sur ceux qui passer du temps avec ceux qui pensent que c'est une bonne idée. Voilà. Ouais. Mais est-ce que tu trouves, toi qui as vécu en France, qui as vécu aux États-Unis, c'est une question de mentalité aussi, ou est-ce que tu trouves que là-bas c'est plus ou moins pareil? Non. Mais je pense que plus il y a d'entrepreneurs autour de nous, plus on a, forcément par définition, si tu dis à un entrepreneur, je vais quitter mon job dans cette grosse boîte pour faire ça, l'entrepreneur, la plupart, ils vont dire, génial. D'accord? Ils vont forcément quelqu'un qui parce que si c'est un choix que cette personne a fait, moi le premier, toi, je te dis, quitter SAP pour lancer Bicom, c'était vraiment pas un choix évident à l'époque. Hein. Donc, après, est-ce qu'il y a plus d'entrepreneurs en France qu'en Suisse? Moi, je pense pas. Regarde ce qui se passe en ce moment là sur l'Arc lémanique, c'est phénoménal, le nombre, phénoménal. Il y a des boîtes incroyables. Non, il y a ça partout. Mais je pense que l'écosystème dans lequel tu es, les gens à qui tu parles de ton projet, d'où viennent ces gens, oui, ça, il y a un énorme impact sur le type de retour que tu vas avoir. Mm-hmm. Ok. Et Fabio, quelles sont tes passions à part Bicom et l'entrepreneuriat? À part les passions, Donc vraiment côté plutôt extra pro. Alors je sais que tu es passionné de voitures de collection. Hein. Tu as une Ford type A, c'est ça, une Ford A? Ouais. Plusieurs. Plusieurs. Ah, là, okay. Mais ouais, exactement. Ouais, Ford A, 1930. Mais passion, c'est des trucs. Du coup, quand tu voyages beaucoup, donc moi, je suis à la maison principalement le week-end, le lundi ou un peu le vendredi, mais voilà, puis le week-end. Donc du coup, le week-end, tu veux faire des choses en famille, d'accord? Donc c'est des activités, donc beaucoup d'activités, tout ce qui est lié à la montagne. Donc bien sûr le ski, le VTT, tout ça, tout ce qui est lié à l'eau, donc avec le lac ou plus loin avec la mer, mais tout ce qui est bateau, etc. Mais donc toujours dans des activités qu'on peut faire en famille. Et maintenant que mes enfants ils sont adultes, ça continue en fait. On continue à faire des choses en famille du coup. Tu as combien d'enfants? 2. Ouais, okay. 20 et 23. 20 et 23. Et donc voilà, donc les voitures, je sais pas, les voitures de collection, il y en a, elles sont toutes, elles peuvent toutes accepter la famille entière. Même des modèles que tu penserais pas, oui, on peut partir en week-end avec à 4 personnes. Ouais. Okay. Et ça c'est un exemple en fait. Ouais. Après, il y a des exceptions, mais après, c'est des voitures que j'ai plus achetées dans l'idée pour que mes enfants puissent les utiliser dès le départ. Ouais. Donc, je crois que dans ma collection, il n'y a que 2 voitures qui peuvent avoir que 2 personnes. D'accord, ok. Mais ça traduit bien, vraiment, ça traduit bien mon état d'esprit si on rajoute à ça. Ouais.
Dans quel sens tu dis? Ben, je vois pas. Enfin, je me vois absolument pas aller jouer au golf parce que ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps par rapport à l'aspect social. Ouais, donc je joue pas au golf. Ce qui est pas bon pour le business, parce que dans le business de ce type il y a beaucoup de relations qui se développent là-dedans, parce que forcément, on passe 4 heures avec un client, c'est génial. Ouais. Donc ça, toi, tu le vois. Parce que moi, je vais pas faire du golf maintenant, mais je commence à avoir de plus en plus de personnes autour de moi qui font du golf. Et je me demandais vraiment si c'était un mythe ou si vraiment le fait de faire du golf va t'apporter du business. Ah oui, moi je pense Ouais, c'est sincèrement. vrai. Ouais, je pense que on peut le faire. Enfin, moi j'ai jamais joué au golf et même quand j'étais aux États-Unis, je fais beaucoup de business aux États-Unis, j'ai survécu. Hein. Alors on peut très bien avoir des succès en faisant ça sans jouer au golf, mais le fait de jouer au golf aide. Ah mais tout le monde, franchement, là, aux US, tout le monde. Enfin, dans mon milieu, les gens avec qui je travaillais, Vous êtes du golf. j'étais. Ah ouais. Ouais. Et puis ceux qui disent T'étais qu'ils jouent pas au l'extraterrestre. golf, ils jouent 10 fois mieux que moi. Hein. Ah. Non, ça. Et en Suisse, ça, toi, tu le vois aussi ou bien Non, moins. moins en Suisse? Ok, Mais quand même. quand même. Ouais. Mais moins, ouais, clairement. Ok. Ouais, puis je pense qu'en Suisse, on n'a pas cette mentalité, on va pas disparaître toute une après-midi. Ouais, c'est ça. Mais là-bas, c'est standard. Ok. Et est-ce que, donc toi qui voyages beaucoup, est-ce que tu as des routines quand tu voyages ou des routines plutôt quand tu ne voyages pas, que ce soit du soir, du matin, euh, la lecture avant d'aller au bureau ou pas? T'as un aspect comme ça de routine? Non, non. Ma routine, récemment, elle a été drivée. Je te dis qu'on a acquis 3 boîtes. La dernière qu'on a acquis, c'était au mois de décembre 2023. C'était une boîte islandaise. Donc ça, c'était génial, parce que du coup, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Islande pour le boulot. Alors qu'en Islande, on a fait notre voyage de noces là-bas. Ah, Pour moi, d'accord. c'était vacances, quoi. Ouais. Mais là, aller là-bas pour le boulot et là-bas pour un conseil d'administration dans une grande banque, c'était intéressant, quoi. Et en fait, bref, en Islande, je me suis blessé à la jambe. Et ça, c'était il y a 1 année et demie maintenant. Et du coup, ma routine, c'est physio tous les matins à 7 heures. Ok. Et ça m'a drivé un peu le. Ouais, mais rien que ça a un impact en fait. Ouais, mais sinon, non, sinon, je passe beaucoup de temps à l'aéroport de Genève. Ouais, voilà. Non, c'est. Plus on voyage, plus ça devient facile à accepter, plus le temps passe vite, c'est Ouais. sûr. Moi, j'ai Ouais. l'impression d'aller de week-end en week-end. D'où cette importance de faire des choses en famille ou avec les amis que j'aime bien. Mhm. Ouais, donc, ça, là, les vacances, la voile, les vacances sur un voilier avec un groupe d'amis vraiment chouette, pour moi, c'est absolument génial. Mhm. Et tes enfants, eux, ils parlent, ils veulent faire comme leur père et voyager un peu partout professionnellement ou pas du tout? Non. Alors, ils ont. Un de mes fils, il a fait un truc justement avec Instagram, le voyage tout par train. Donc, bon, bien sûr, évidemment, si je vais à Paris, je ne prends pas l'avion pour aller à Paris, je prends le train. Oui. Mais lui, il a poussé le truc plus loin pour aller vraiment plus loin en train, etc. Donc, il voyage, mais de manière peut-être plus une conscience écologique. Mais qui n'est pas, enfin moi, qui n'est pas réaliste. Si on parle de ça, pour moi, c'est pas réaliste. Quand je vois le temps Ouais, c'est une qu'il question de prend, temps, c'est ça. Ouais, alors je suis pas là le week-end. ouais, c'est clair, c'est clair. On fait autre chose, mais là, c'est pas possible. Mais donc, oui, mais avec, ouais, je sais pas. Mais l'impact sur, il y en a un qui a défini. Enfin, le fait de voir ce qu'on a fait avec Bicom, etc., ça a définitivement ouvert ou développé la fibre entrepreneuriale. Et non, l'autre, ce qui l'intéresse, c'est les maths et donc là, c'est Ok. EPFL. Et après, peut-être, il peut lier ça avec
avec l'entrepreneurship, mais c'est pas, l'entrepreneuriat n'est pas un driver pour le deuxième. Donc, non, pas du tout. Mais je pense que ce que tu fais ouvre, tu leur ouvres une fenêtre qui était peut-être fermée avant, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont la franchir. Non, complètement, c'est sûr. Ouais. Ouais, mais clairement, pour moi, c'est super important quand tu fais. Tu disais qu'est-ce qu'il y a derrière le why personnel, etc. Je me dis, je pense qu'une question importante, c'est toujours le jour où tes enfants ils commencent à demander, et papa, qu'est-ce que tu fais? Tu voyages tout le temps, etc. Qu'est-ce que tu fais? Et ta réponse, si c'est l'exemple que tu donnais il y a une heure, c'est je vends des cigarettes. Voilà, c'est une réponse que tu dois donner à tes enfants, quoi. Ou tu réponds quelque chose d'autre. Mais ça, c'est un bon moyen de se projeter sur est-ce que tu vas au bout de tes rêves, toi, personnellement? Est-ce que tu fais ce que tu as vraiment envie de faire? Est-ce que tu sors de ta zone de confort? Donc voilà, pour quitter une boîte comme SAP, pour prendre un risque, se projeter, même si tu n'as pas d'enfant, se projeter le jour où tes futurs enfants ou ton neveu, ta nièce te demandent ça, je pense que ça t'aide à prendre ces choix inconfortables et à aller au bout de tes rêves. Et si c'est de te lancer et de créer ta boîte, de le faire. Ouais. Parce que d'expliquer à tes enfants que tu as pris un risque de créer ta boîte et tout, je pense que ça leur rapportera toujours plus que de leur expliquer que tu es resté à faire le job corporate que tu faisais, quoi. Oui, et ce qui est sûr, c'est comme tu dis, c'est que tu ouvres des portes, tu crées aussi dans leur cerveau des liens neuronaux qu'ils n'auraient pas eu si toi tu n'étais pas entrepreneur, si tu n'avais pas créé des boîtes, si tu ne te dépassais pas. Et le simple fait de faire ça, en fait, ça, alors ils le font pas, mais ils se disent c'est possible de créer sa boîte, c'est possible ensuite qu'un fonds ou peu importe une entreprise la rachète, c'est possible. Et c'est possible de voyager pour son job, tu vois. Tu mets les limites un peu plus loin. Ouais. Exactement. Alors qu'une personne qui a vécu dans un foyer où les deux parents étaient très locaux, très village, ça peut limiter. Après, ça ne veut pas dire que ça limite, mais ça... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux et autres, on arrive aussi plus rapidement à voir ce qui peut être fait ou non. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours énormément de respect pour Moi j'habite dans un tout petit village et j'ai toujours énormément de respect pour les jeunes qui ont des parents du profil dont tu parles là et puis qui d'eux-mêmes en fait ils sortent complètement de ça pour faire quelque chose de complètement différent. Pour moi ils ont beaucoup plus de respect que celui qui a été éduqué en boarding school ici et puis qui a toujours vécu dans un tel environnement complètement international. Ouais. Et juste pour rebondir à ce que tu as dit par rapport au fait que je vende des cigarettes, juste pour clarifier ça, c'est donc il y a une personne qui arrive à ce moment-là. Donc ça, c'était il y a vraiment, comme je disais, 2014, disons même un peu 2013. Donc tu vois, toi, on t'a fait réaliser que les valeurs étaient importantes. Ben moi, en 2013, boum, claque dans la figure, on me dit Brian, tu vends des cigarettes et aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, que ce soit dans l'entreprise infrastructure informatique, Will I Telecom, ce qu'on a avec mon père, là nous notre why c'est apporter de la connectivité aux entreprises, donc tu vois infrastructure informatique, et la start-up dans laquelle je suis, là nous on est une plateforme où on veut démocratiser l'investissement dans l'énergie solaire. Donc, tu vois deux why bien définis et très clairs pour moi, quoi. Donc quand même pas quitter avec cette note qui est pour moi négative. Après, pas forcément pour tout le monde, hein, ce sont des points de vue. Et Fabio, avant qu'on clôture, j'ai une question qui a été donnée par un ancien ou une ancienne invitée. Il ne savait pas qu'il allait te poser la question à toi. Il a posé la question. Donc, toi aussi, je te ferai un petit mail à la fin pour que tu me poses une question et tu ne sauras pas à qui tu vas la poser. La question était la suivante. S'il y avait une loi que tu pouvais imposer en Suisse, sans discussion, instantanément, laquelle serait-elle ?
Alors ça c'est une question, parce qu'on discutait, moi je dis j'aime pas avoir les questions à l'avance, pas besoin d'avoir les questions à l'avance, c'est plus naturel. Mais ça c'est une question que j'aurais bien vu avoir à l'avance, parce que je pense qu'il y a moyen intelligemment de répondre à ça. Ouais. Mais, Ouais. tu vois, justement, je te laisse un petit peu de réflexion Ouais. pendant que je te parle. Peut-être, c'est effectivement là la valeur ajoutée d'envoyer peut-être certaines questions, peut-être pas toutes. Tu vois, peut-être un peu des questions où effectivement l'invité Ouais. pourrait avoir un petit peu de réflexion. Et moi, par contre, ma problématique, c'est que moi, j'ai beaucoup plus de questions que ce que je vais poser. Ouais. Donc après, c'est juste Ouais. dire à l'invité, ben, On attention, suit le flow. Ouais. voilà, Ouais. attention, ne te prépare pas non plus, ou en tout cas ne sois Ouais. pas frustré par rapport à si je te me pose pas toutes les questions. Mais par contre, typiquement celle-là, ben, effectivement, celle-là, je la pose. Bah alors je vais répondre pour Bicom. C'est quand même grâce à Bicom si je suis là, enfin si je suis là aujourd'hui, tout, tout est lié au succès de cette entreprise et, euh, et ces inégalités salariales. Et, euh, et en Suisse, on fait vraiment pas grand-chose pour ça. Et, euh, et toutes les entreprises pensent que ah non, chez nous c'est pas le cas, chez nous c'est pas le cas. Et je te promets, enfin c'est notre métier quoi. Même si tu es convaincu que tu rémunères tout le monde de manière égalitaire, eh ben c'est pas le cas. Pour des billets qu'on a en fait qui sont inscrits. J'allais presque dire qu'ils sont malheureusement inscrits dans nos gènes, mais c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc, des lois qui rendent illégal, donc ça serait comme voler de l'argent. C'est donc prévoir un crime de rémunérer quelqu'un différemment à cause de son sexe, à cause de sa couleur de peau, à cause de sa religion. Ça devrait être vraiment illégal. Et, euh, et l'Europe est bien en avance sur la Suisse. Alors j'espère que la Suisse va de facto s'aligner, mais aujourd'hui, les lois ne sont pas européennes encore. Les lois effectives, elles sont encore par pays à ce jour d'aujourd'hui. Et on est loin derrière en Suisse. C'est de la rigolade ce qu'on a. Il y a des reportings qui sont demandés, mais c'est absolument n'importe quoi. C'est juste pour dire qu'on fait quelque chose sur le sujet. Mais, Ouais. ouais. Donc Ok. voilà ma réponse directement en ligne avec ce que fait Mhm. Bicom aujourd'hui. Et est-ce que tu as des recommandations de livres, de podcasts ou de ressources? Ah bah si vous connaissez pas Simon Sinek, j'en reste là parce que vraiment l'impact est phénoménal. Donc ça pareil, j'aurais mieux. Je me souviens des livres. Donc le premier truc, c'est alors une fois de plus c'est un livre, mais c'est Start with Why. Mais c'est vraiment parce qu'en fin de compte, ça change la manière de communiquer, la façon dont on s'exprime, d'accord. Et ça crée ce, donc le livre Start with Why ou au moins les 18 minutes de vidéo de TED. Euh, ça vaut vraiment la peine parce que du coup, on crée vraiment une harmonie. Comment on peut c'est très difficile d'être en désaccord sur un why, sur un pourquoi. C'est quasiment impossible. Et dès lors qu'on est d'accord sur le fait que cette situation, il faut la gérer, après le comment on le gère, avec quoi, eh ben oui, il y a plein de façons différentes. Et on peut diverger sur la façon de le faire, mais au moins on unifie les gens sur le fait qu'on doit résoudre ce problème, si on parle d'un problème. Mhm. Donc, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficieraient de Start With Why parce que mais une fois qu'on le sait, on le voit, ça devient insupportable. Quand on voit des gens qui parlent à la télé, des politiciens, mais je suis là à crier au poste de télé, mais explique pourquoi, tu n'auras pas cette réaction si seulement tu le faisais, d'accord. Ensuite, toujours de Simon Sinek, il y a un peu plus poussé, mais alors là, si on a un business, c'est vraiment génial, c'est de Infinite Game. Le jeu infini de Mhm. Infinite Game, phénoménal. Plus touffu, d'accord. Plus touffu, mais vraiment, ça permet de résoudre vraiment beaucoup de problèmes qu'on a à coup sûr, que tout business a. Donc voilà, donc je me concentre dans la continuité de ce qu'on a dit, je reste sur le sujet
Simon Sinek avec Start With Why et The Infinite Game. Et juste, tu aurais une ressource sur la vente? Sur la vente, alors vraiment le neuromarketing. Neuromarketing? Le neuromarketing, il y a, y a, y a des bouquins là-dessus. Je ne suis plus à jour, mais il y en a un que j'imposais à tout le monde en fait. Hein. Ah ouais? Imposer, c'est beaucoup dire, mais, Oui, mais... ça faisait partie onboarding en vente ou marketing chez Bicom. C'était il y a longtemps, pareil, je pense, en 2014. Mais dans la pile des trucs à lire, il y avait ce bouquin. Ouais. Ouais. Quand tu dis dans la pile des trucs à lire, c'est que vous aviez des livres que vous... Oui, bah, forcément sur la rémunération, sur la... Ah oui, ouais. Okay. Et... mais d'avoir le bouquin physique, je pense que c'est bien parce que, pareil, c'est différent que d'envoyer un lien dans un email. Donc, ouais, on le faisait vraiment, quoi. Et alors, je pourrais pas te dire exactement, mais ouais, neuromarketing. Et c'est pas de la manipulation, c'est vraiment pas de la manipulation, d'accord ? C'est pour moi, parce qu'après, il y a des gens qui utilisent le neuromarketing à des fins de manipulation. Oui. Alors je trouve ça devrait être illégal, d'accord ? Mais comprendre comment fonctionne le cerveau pour la vente et toutes les agences marketing bien sûr, ouais. Le font, quoi. Hein. Ouais. Et c'est vraiment l'idée de créer des émotions. La lessive, enfin tous ceux qui font des pubs de lessive utilisent le neuromarketing. Il y a des stimuli en fait qu'on fait pour réveiller le reptilian brain. Le cerveau reptilien, et puis le contraste est un des stimuli qu'on utilise en fait. Il y en a 8. Et, donc le truc très sale qui devient très propre, c'est un des stimuli qui active cette zone du cerveau. Donc voilà, c'est de la science, c'est vraiment de la science. Ouais. Ouais. Je te demanderai la référence peut-être pour que je puisse la mettre dans les notes, pour voilà, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent. Et Fabio, ma dernière question, qu'est-ce que le succès pour toi ? Happiness. Et c'est là où je me suis trompé au début. Je disais, on n'a pas fini le truc, mais au début, quand je disais, j'avais cette liste pour les 40 employés, j'avais ce critère, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir du succès ? Mais le succès, c'est un point in time. Le lendemain du succès, par définition, il y a un feeling de blues, hein, donc happiness is ouais. Le bonheur. Mais justement, qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur, il faut. Je pense qu'il faut. Ouais, bonne question. Ça, on pourrait repartir pour 1 heure, je pense. Mais c'est recréer. Je pense qu'il faut créer un environnement, un état d'esprit dans lequel tu es serein et tu as l'impression de te développer. Tu n'as pas l'impression de rater des choses importantes. Ouais. C'est comme si je reviens sur l'aspect de Bicom, rien que le fait de savoir que tu travailles pour une entreprise qui investit, qui met en place des choses de façon à traiter ses employés de manière équitable, tu seras beaucoup plus serein. Pour moi, ça sera super difficile d'être serein si je sais que voilà, on a établi qu'il y avait des différences de salaire entre mes femmes et qu'il n'y a pas d'actions qui sont prises. C'est ces choses-là. D'où la tagline de Bicom, hein, to make your people happy. Je pense que c'est vraiment, vraiment important de mettre comme objectif le bonheur plutôt que le succès. Très bien. Fabio, est-ce que tu as des éléments dont tu aurais voulu parler et dont on n'a pas parlé ? Si j'ai 1 minute ou j'ai 30 secondes, c'est juste de répéter ce qu'on disait avant. C'est pour ceux qui écoutent et qui ont des entrepreneurs, ou des gens qui sont entrepreneurs mais qui ne sont pas entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ont un job confortable dans une entreprise et que vous voulez vous lancer, focalisez-vous sur les gens qui pensent que c'est génial. Essayez de comprendre pourquoi ils pensent que c'est génial, plus que les gens qui sont autour de vous, qui eux peut-être n'ont pas l'habitude de prendre ce type de décision et qui vous expliquent pourquoi ça ne va pas marcher.
Ouais, être optimiste. Je pense que c'est la qualité numéro 1. Et le défaut, clairement, le défaut numéro 1 dans l'entrepreneur. Mais il faut. Ouais. On oublie tous les moments difficiles, on les oublie. On garde que du bonheur. Ouais. C'est généralement, peut-être avec quelques exceptions, mais dans la vie, tous les jours, tu as cité l'armée, tu as fait l'armée. J'allais le dire. Voilà, on garde que les bons souvenirs. Exactement. Et Fabio, sinon, pour les personnes qui aimeraient te suivre, donc LinkedIn, est-ce que tu as d'autres, tu es ailleurs que sur LinkedIn, ou LinkedIn, ça suffit? LinkedIn et Instagram. Instagram, ça ne sera pas business. Ok, ça sera pas business, ok. Non. Très bien. Merci beaucoup, Fabio. Merci pour l'accueil dans vos locaux ici à Nyon. Avec plaisir, Marianne. À bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir regardé l'épisode en entier, et pour m'aider à continuer, je te demande une seule chose, c'est de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de commenter, liker les différentes vidéos et de le partager autour de toi, c'est ce qui m'aide à continuer. Rendez-vous la dernière semaine de janvier pour un nouvel épisode dans lequel on parlera rhétorique. Ciao, ciao!